La mort peut survenir de manière inattendue. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 nouvelles histoires vraies de personnes décédées de façon extrêmement inhabituelle. Des accidents bizarres au moment d'inattention, ces événements tragiques montrent à quel point la vie peut être imprévisible. Rejoignez-nous pour découvrir ces récits réels et les circonstances étranges qui ont conduit à de telles fins tragiques. Nous sommes le 25 août 2010 à Daejeon, en Corée du Sud. Un homme de 40 ans, dont le nom reste inconnu, se frayait un chemin dans la station de Seodaejeon Nejeori. Cet homme, atteint d'un handicap physique, dépendait de son fauteuil roulant électrique pour se déplacer. Il venait tout juste de rater un ascenseur de peu et sa frustration s'est rapidement transformée en colère. Ce qui s'est passé ensuite a été capturé par les caméras de vidéosurveillance et est devenu un exemple des dangers de réagir sous le coup de la colère. L'homme est arrivé à la station de Seodaejeon Nejeori vers 21h45. Il était pressé de prendre l'ascenseur, mais les portes se sont fermées juste devant lui. L'ascenseur était parti sans lui. La station était animée, remplie de voyageurs, mais personne ne pouvait prévoir le tragique événement qui allait se produire. Dans un accès de rage, l'homme a percuté les portes de l'ascenseur avec son fauteuil roulant. Le premier choc est survenu quelques secondes après la fermeture des portes. Il a frappé fort, mais les portes ne se sont pas ouvertes. Les images de vidéosurveillance montrent qu'il a reculé son fauteuil et a percuté les portes une seconde fois, avec plus de force. L'impact était plus violent, provoquant un début de déformation de la porte droite. Malgré les dégâts évidents, il ne s'est pas arrêté. Il a reculé une fois de plus et a chargé les portes une troisième fois. Ce dernier choc a été de trop pour les portes fragilisées. Les deux portes ont été arrachées de leurs rails et l'homme, avec son fauteuil, a basculé dans la cage d'ascenseur vide. La chute a été dévastatrice. La cage était profonde et l'impact a été fatal. Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux, mais il était trop tard. L'incident s'est déroulé en quelques secondes, mais ses conséquences furent importantes. Les images de vidéosurveillance montrent une séquence d'événements clairs, les actions de l'homme étaient délibérées. Sa frustration s'était transformée en une tentative téméraire de forcer les portes. Ce qui n'était au départ qu'un moment d'impatience s'est transformé en un accident tragique. La nouvelle de l'incident s'est rapidement propagée. Elle a été largement couverte par les médias sud-coréens et a même fait les gros titres à l'international. Les gens étaient choqués par cet événement et attristés par la mort tragique de cet homme. Cependant, il y avait aussi un sentiment d'incrédulité face aux actions de l'homme. Cet incident étrange et troublant a montré les dangers potentiels de laisser la colère prendre le dessus. Cette tragédie a conduit à une révision des mesures de sécurité dans les transports publics sud-coréens. Il a été découvert que les portes de l'ascenseur n'étaient pas aussi solides qu'elles en avaient l'air. Les portes d'ascenseur sont conçues pour être relativement fragiles afin de permettre les sauvetages d'urgence, mais cela les rend également vulnérables aux impacts violents. En réponse à cet incident, de nouvelles réglementations de sécurité ont été introduites. Les ascenseurs des installations de transport public, en particulier ceux utilisés par des personnes handicapées, ont été équipés de portes renforcées. Des panneaux d'avertissement ont également été installés pour déconseiller de s'appuyer contre les portes ou de les percuter, dans le but d'éviter des accidents similaires à l'avenir. Après sa mort, l'homme a reçu un Darwin Award. Cette distinction est attribuée aux individus qui trouvent la mort de manière particulièrement idiote, contribuant ainsi à l'amélioration du patrimoine génétique humain en s'en éliminant eux-mêmes. Le fait que cet homme ait délibérément et à plusieurs reprises percuté les portes de l'ascenseur a été perçu comme un exemple clair de ce type de comportement. Bien que certains aient vu cette distinction comme un jugement sévère, elle soulignait le caractère évitable de cette tragédie. Ses actions étaient intentionnelles et imprudentes, menant à sa mort prématurée. La réaction immédiate de cet homme, après avoir raté l'ascenseur, fut d'agir violemment. Et les conséquences furent fatales. La colère peut obscurcir le jugement, poussant les gens à faire des choses qu'ils n'auraient pas envisagées normalement. Dans ce cas, la colère de cet homme l'a conduit à percuter plusieurs fois les portes de l'ascenseur avec son fauteuil roulant, malgré les risques évidents. Ces actions sont un rappel tragique de la nécessité de contrôler ses émotions et de réfléchir avant d'agir. C'était un matin froid, le 21 janvier 2023, à Gedda Springs, dans le Kansas. Joseph Austin Smith, un plombier de 32 ans originaire de Wichita, s'apprêtait à partir pour une sortie de chasse. Connu pour son amour de la nature et de la chasse, Joseph était également un musicien passionné et un homme de famille apprécié de tous. Il partageait souvent ses aventures et son quotidien sur les réseaux sociaux où son humour et sa gentillesse étaient évidents. Ce matin-là, Joseph était accompagné de son chien fidèle qui n'était pas seulement un animal de compagnie mais bien un membre de la famille.
Le pick-up de Joseph était rempli de matériel de chasse. Sur la banquette arrière, un fusil chargé reposait avec le reste de l'équipement. Joseph venait de s'installer sur le siège passager, prêt pour une journée placée sous le signe de la chasse. Vers 9h40, l'impensable s'est produit. Son chien, se déplaçant sur la banquette arrière, a marché sur le fusil, déclenchant un coup de feu. La balle a touché Joseph dans le dos et il est mort sur le coup. Le bureau du shérif du comté de Sumner a rapidement répondu à l'appel d'urgence signalant l'incident. Les agents sont arrivés sur les lieux en quelques minutes et ont immédiatement tenté des manœuvres de secours, mais il était déjà trop tard. Joseph a été déclaré mort sur place. L'enquête a révélé la séquence tragique des événements. Le chien avait accidentellement déclenché le fusil, causant la décharge mortelle. La nouvelle de la mort de Joseph a choqué la petite communauté de Gouda Springs ainsi que sa ville natale, Wichita. Ses amis et sa famille étaient dévastés par la perte d'un homme décrit comme gentil, drôle et toujours prêt à illuminer la journée de quelqu'un. Son ancien patron, Chris Brown, propriétaire de Brown's Plumbing Services, se souvenait de Joseph comme la personne la plus unique qu'il ait eu le plaisir de rencontrer. Chris Brown a lancé une collecte de fonds sur GoFundMe pour aider la famille de Joseph à couvrir les frais des funérailles. Il a écrit des mots sincères au sujet de Joseph, soulignant à quel point il savait faire rire tout le monde, même dans les moments les plus difficiles. Joe avait toujours quelque chose pour nous remonter le moral, a-t-il écrit. La campagne a rapidement reçu du soutien, recueillant plus de 19 000 $ pour aider la famille de Joseph en cette période difficile. Jessica, une collègue et amie, partageait les mêmes sentiments que Chris. Elle a décrit Joseph comme un homme vraiment incroyable qui avait le don de faire sourire les gens. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, il faisait sourire quelqu'un. Joe va manquer énormément à tant de personnes. Ces hommages étaient accompagnés de nombreuses photos de Joseph, le montrant en train de jouer de la guitare sur scène, souriant avec ses amis et sa famille, et passant du temps avec son chien bien-aimé. La sœur de Joseph, Kayla Bing, a partagé sa peine sur les réseaux sociaux, publiant plusieurs photos de son frère et exprimant sa tristesse. « Maestro Joe, un virtuose avec une âme funk, ce n'était pas censé être toi, mon frère », a-t-elle écrit. Les photos montraient un homme plein de vie, passionné de musique et aimant envers son entourage. Cet incident a également attiré l'attention sur les dangers rares mais réels des tirs accidentels impliquant des animaux de compagnie. Bien que de tels incidents soient peu communs, ils rappellent l'importance de la sécurité des armes. Ces dernières années, d'autres cas notables de chiens ayant accidentellement déclenché des armes à feu ont conduit à des blessures et à des décès. Ces incidents montrent le caractère imprévisible des accidents et l'impact dévastateur qu'ils peuvent avoir sur les familles et les communautés. La mort de Joseph a laissé un vide dans la vie de ceux qui le connaissaient et l'aimaient. En tant que musicien, plombier et homme de famille, il a touché de nombreuses vies par sa gentillesse et son humour. Sa disparition tragique et inattendue nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de chérir chaque instant. Le 21 février 2004, à Ottawa, au Canada, Amir Jinnah, un étudiant en ingénierie de 20 ans à l'université Carleton, fêtait son anniversaire. Connu pour son intelligence, sa gentillesse et son sens de l'humour, Amir était mature pour son âge et ses amis l'admiraient pour cela. Ce soir-là, il organisait une petite fête dans son appartement au 11e étage du 199 Kent Street, entouré de ses amis proches. La fête était animée, remplie de rires et de discussions typiques d'un groupe d'étudiants universitaires proches. Au fil de la soirée, ils ont lancé un jeu innocent, un concours de crachat depuis le balcon de l'appartement. Mais ce qui avait commencé comme un simple amusement a rapidement tourné au drame. Amir, compétitif de nature, voulait gagner. Il pensait qu'en courant vers le balcon, il obtiendrait l'élan nécessaire pour cracher le plus loin possible. S'appuyant sur ses calculs rapides de trajectoire et de vitesse, il a entrepris son tour en toute confiance. Mais aux alentours de 23 heures, les choses ont terriblement mal tourné. L'élan d'Amir l'a poussé au-delà de la rambarde du balcon. Et en une fraction de seconde, il est tombé 11 étages plus bas. Ses amis étaient pétrifiés, incapables de réaliser l'ampleur de la tragédie qui venait de se produire. Jason Armstrong, le garde de sécurité en service cette nuit-là, a entendu un bruit inhabituel et a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Peu après, 2 femmes ont fait irruption dans le hall, paniquées, lui demandant d'appeler les secours. Réalisant la gravité de la situation, Armstrong a aussitôt composé le 911. Les amis d'Amir, qui s'amusaient encore quelques instants plus tôt, étaient désormais en état de choc. Environ 8 d'entre eux se sont précipités en bas, là où Amir gisait. La scène était dévastatrice, et ce groupe de jeunes adultes, plein de rêves et de projets, se retrouvait soudainement confronté à une perte inimaginable. Armstrong, qui connaissait Amir depuis environ 8 mois, a été profondément affecté. Il a décrit Amir comme l'une des personnes les plus intelligentes et les plus polies qu'il ait rencontrées.
Amir avait cette capacité à se lier facilement aux gens et Armstrong en gardait un souvenir ému. « Il était l'un des gars les plus classes », a déclaré Armstrong. « Il va vraiment me manquer. » La police est rapidement arrivée sur les lieux et a ouvert une enquête sur l'accident. Le sergent Joe Simpson a confirmé que l'alcool avait été impliqué mais a insisté sur le fait que la mort d'Amir était un accident tragique. « L'élan l'a emporté au-delà », a expliqué Simpson. C'était un dénouement bouleversant pour ce qui avait commencé comme un jeu innocent entre amis. Le colocataire d'Amer, Eric Wang, était trop bouleversé pour parler de l'incident. L'appartement, autrefois rempli de rires et de célébrations, était désormais silencieux, alourdi par le chagrin. Quelques heures plus tôt, Amer avait parlé à son père, Al-Nour, et à son grand-père. Il venait de revenir à Ottawa après avoir rendu visite à sa famille à Belleville. Son grand-père se souvenait distinctement de leur dernière conversation. Quand il est arrivé à Ottawa, il a appelé et a dit « Papa, je suis là et tout va bien ». La nouvelle de la mort d'Amir s'est rapidement répandue, laissant un profond impact sur ses amis et la communauté de l'université Carleton. L'un de ses amis proches, Troy Lajambe, l'a décrit comme une personne brillante et loyale. « C'était comme un frère pour moi », a dit Troy, visiblement ému. Dans leur deuil, les parents d'Amir ont souhaité que le plus grand nombre possible de ses amis puissent assister à ses funérailles à Toronto. Troy et d'autres ont organisé un convoi de bus pour les transporter. Ses parents sont à la tête de cet effort, a expliqué Troy. On aura probablement 2 ou 3 bus. Le jour des funérailles, les amis d'Amir se sont rassemblés à l'endroit où il était tombé, déposant des fleurs et récitant une prière musulmane traditionnelle en son honneur. C'était un moment solennel, un hommage rendu à un jeune homme qui avait profondément marqué leur vie. La mort soudaine d'Amir a rappelé brutalement la fragilité de la vie. Étudiant brillant avec un avenir prometteur, sa vie a été tragiquement interrompue en quelques secondes. Ses amis et sa famille ont été laissés à leur chagrin et au douloureux « et si ». Et si Amir n'avait pas décidé de participer au jeu? Et si quelqu'un l'avait arrêté avant qu'il ne court vers le balcon? Et si la rambarde avait été plus haute? Ces questions hantent désormais ceux qui l'ont connu. L'histoire d'Amir est un rappel déchirant de la rapidité avec laquelle la vie peut basculer et de l'importance de la sécurité, même dans des moments qui semblent inoffensifs. C'était en 2011, par une nuit calme près de Luskville, au Québec, une petite ville située à environ 40 km au nord-ouest d'Ottawa. L'autoroute rurale était paisible, avec seulement quelques voitures en circulation. Vers 22h30, 2 véhicules roulaient en sens opposé le long de l'autoroute 148. Aucun des occupants ne savait que leurs trajectoires allaient bientôt se croiser de manière tragique. Une Pontiac Sunfire roulait vers l'est avec 2 jeunes hommes, un conducteur de 23 ans et son passager de 19 ans. Ils étaient probablement en pleine conversation normale, inconscients de ce qui allait se passer. Au même moment, un SUV, Nissan Pathfinder noir, se dirigeait vers l'ouest. La conductrice, une femme de 25 ans d'Ottawa, avait 2 passagers. Son petit ami de 28 ans assis à l'avant et un homme de 40 ans originaire de Gatineau, Québec à l'arrière. Ils étaient probablement concentrés sur leur destination, ignorant le danger imminent. Soudain, un ours noir mâle de 300 livres a surgi sur la route. C'était la saison des amours et les ours s'éloignent souvent de leur territoire habituel durant cette période. L'arrivée de l'ours sur la route était catastrophique. La Pontiac Sunfire a frappé l'ours avec force. En raison de la faible hauteur et de la conception de la voiture, l'ours a été projeté dans les airs. L'ours s'est envolé comme un projectile massif, traversant la route et percutant le pare-brise du Nissan Pathfinder. L'impact a été dévastateur, l'ours a traversé le pare-brise, tuant instantanément la conductrice de 25 ans et l'homme de 40 ans assis à l'arrière. Le corps de l'ours a continué à traverser le SUV, brisant la lunette arrière avant de s'arrêter finalement. De manière miraculeuse, le petit ami de la conductrice, assis sur le siège passager avant, n'a subi que des blessures légères. La scène était horrible. Le SUV était détruit, avec son pare-brise éclaté. Les véhicules de secours sont arrivés rapidement, et l'ours, qui était mort sur le coup, gisait immobile à proximité. La police et les secours ont sécurisé la zone et pris en charge les blessés. L'officier Martin Fournel, porte-parole de la police régionale, a décrit l'ours comme une « balle de 300 livres » en soulignant les dégâts horribles qu'il avait causés. Les 2 hommes dans la Pontiac Sunfire étaient indemnes mais indubitablement choqués par la série d'événements bizarres qu'ils venaient de vivre. Les enquêteurs ont cherché à reconstituer les détails de l'accident. L'alcool et la drogue ont été écartés et l'accent a été mis sur la vitesse des véhicules au moment de l'impact. La limite de vitesse sur ce tronçon de route était de 90 km/h, soit 56 miles à l'heure, et bien que les vitesses exactes n'aient pas été immédiatement connues, la gravité de l'impact suggérait que les voitures roulaient à une allure considérable.
Les autorités locales ont fait remarquer que les collisions avec des cerfs étaient plus fréquentes dans la région, mais que les accidents impliquant des ours étaient extrêmement rares. Daniel Larocque, un guide de chasse local, a expliqué que durant la saison des amours, les ours mâles s'aventurent souvent loin de leurs habitats habituels, augmentant le risque de tels accidents. Cependant, des incidents de cette nature restaient hautement inhabituels. La nouvelle de l'accident s'est rapidement répandue, les médias couvrant cet événement choquant. Les photos du SUV détruit montraient bien l'ampleur des dégâts causés par l'ours. La communauté était sous le choc, luttant pour comprendre la soudaineté et l'horreur de cette tragédie. Les identités des victimes ont d'abord été retenues pour respecter la vie privée de leur famille. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est devenu évident qu'il s'agissait d'un accident imprévisible qui aurait été difficilement évitable. L'apparition soudaine de l'ours et la collision qui a suivi étaient un rappel tragique de l'imprévisibilité de la vie. C'était le 12 juillet 1997 à Springfield, en Virginie. Eric Barcia, un jeune homme de 22 ans originaire de Reston, a décidé de tenter une cascade qui lui a tragiquement coûté la vie. Connu pour être aventureux et intelligent, Eric a eu l'idée de sauter à l'élastique du pont ferroviaire de Lacotting Creek avec un équipement de bungee qu'il avait fabriqué lui-même. Ce qu'il pensait être une expérience exaltante s'est terminé en catastrophe. Eric avait toujours été réputé pour son goût du risque. Il réussissait bien à l'école et était responsable dans son travail de restauration rapide. Sa grand-mère, Lucille Kilinski, se souvenait de lui comme d'une personne qui obtenait toujours de bonnes notes et qui était fière de son travail. Malgré son intelligence, Eric ne comprenait pas complètement les dangers du saut à l'élastique. Au lieu d'utiliser du matériel professionnel, Eric a construit son propre système avec des cordons élastiques ordinaires, du type que l'on utilise généralement pour attacher des bagages ou fixer des objets dans les voitures. Il a soigneusement mesuré la longueur totale des cordons, estimant qu'elle faisait un peu moins de 21 mètres, soit la hauteur du pont d'où il allait sauter. Confiant que tout fonctionnerait, il a attaché un bout de l'élastique autour de son pied et l'autre au pont. Au moment de se préparer à sauter, Eric devait probablement se sentir excité et sûr de lui. Il s'apprêtait à faire quelque chose d'audacieux, quelque chose que peu de gens oseraient tenter. Cependant, dans son excitation, il a omis un point crucial. Les cordes élastiques s'étirent. Lorsqu'il a sauté, les cordons se sont étendus bien au-delà de la distance qu'il avait calculée. Au lieu de rebondir, Eric s'est écrasé la tête la première sur le sol, 21 mètres plus bas. Vers 2 heures du matin, un passant a découvert le corps sans vie d'Eric. La scène rendait évident ce qui s'était mal passé. La police du comté de Fairfax est rapidement arrivée et a commencé son enquête. Les cordons élastiques étaient encore attachés au pont, montrant l'échec de la cascade. Warren Carmichael, porte-parole de la police, a déclaré plus tard « La longueur de l'élastique qu'il avait assemblé était supérieure à la distance entre le pont et le sol. Cette unique et fatale erreur de calcul a coûté la vie à Eric. Le pont où Eric a sauté était clairement marqué par des panneaux avertissant les gens de ne pas monter sur le pont. C'était dangereux, et pour de bonnes raisons. Merney Fitzgerald, porte-parole du comté, a souligné « C'est évidemment interdit ». Mais malgré ces avertissements, le goût de l'aventure d'Eric l'a conduit à négliger les risques. Beaucoup dans la communauté étaient perplexes face à ces actions. Un habitant local a fait remarquer « Je fais confiance à un élastique pour tenir mon vélo, mais pas moi ». La famille d'Eric était dévastée par sa mort. Sa grand-mère, Lucille, était sous le choc. Elle ne comprenait pas pourquoi son petit-fils, qu'elle voyait comme intelligent et responsable, aurait tenté une cascade aussi dangereuse. Son incompréhension reflétait les sentiments de beaucoup de ceux qui connaissaient Eric. Comment quelqu'un d'aussi brillant a-t-il pu commettre une erreur aussi fatale? L'histoire tragique d'Eric a ensuite été classée finaliste aux Darwin Awards de 1997. Le prix comprenait la déclaration de la police à propos de la longueur de l'élastique et soulignait l'ironie amère de l'intelligence d'Eric qui ne l'a pas sauvé dans ce moment crucial. En fin de compte, la mort d'Eric a servi de rappel triste des conséquences de l'ignorance des mesures de sécurité, peu importe la confiance ou l'habileté que l'on peut ressentir. Son histoire a marqué ceux qui l'ont entendu, un récit d'avertissement pour quiconque serait tenté de prendre des risques inutiles.